les objectifs de croissance, on les atteint pas en ayant fait un produit qui ne correspond pas à une cible. Donc le plus important, c'est d'aller parler aux utilisateurs. Enfin, pourquoi les gens viendraient me voir? Comment je m'inclus dans un écosystème plus large? Voilà, qu'est-ce que les gens font avant, qu'est-ce que les gens font après, et parce qu'en plus derrière ça va permettre aussi de trouver comment on se diversifie. Un coiffeur, il va te dire qu'il fait de la coiffure, mais la réalité c'est qu'il y a des gens qui y vont juste pour se faire couper les cheveux, mais la réalité c'est que si c'est juste se faire couper les cheveux, tu peux aussi acheter une tondeuse et des ciseaux. Voilà. Et la réalité c'est que souvent tu y vas pour une expertise, pour être plus beau, etc. La connaissance client, ça nous a permis de voir que on avait eu une grosse croissance sur le blog, voilà, parce qu'on a choisi les bons mots-clés justement avec la connaissance client, c'est top. Mais par contre, derrière, on leur vendait rien entre guillemets, et du coup là, on n'exposait pas notre proposition de valeur. Mais ça nous a quand même permis de faire développer un widget, une version miniature de notre petit bordereau d'envoi. Et ça, on l'a mis en prod vendredi, et déjà les résultats de passage à la page d'offres, ils ont rien à voir. On a fait du x4. Salut à tous, bienvenue sur Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi Lantieri-Julien pour parler de connaissance client. Il va nous dire comment est-ce qu'il a réussi à décupler ses résultats justement avec la connaissance client en comprenant vraiment qu'est-ce que ses clients veulent, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas et comment est-ce qu'il a réussi à améliorer son produit grâce à ça. Il va aussi partager des tests qu'il a fait sur son blog qui lui ont permis de décupler le nombre de leads entrants. Voilà. Avant de commencer, moi j'ai hâte d'avoir vraiment tous ces enseignements-là, mais deux choses à dire. La première chose, vous avez tous les liens, toutes les ressources, toutes les personnes et tous les outils finalement qu'on va mentionner qui sont disponibles dans le lien en description qui va vous amener vers le résumé de l'épisode. Et la deuxième chose, c'est un grand merci à notre sponsor, à notre partenaire plutôt, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Donc un grand merci à eux pour rendre ce podcast possible. Voilà, maintenant Rémi, je suis ravi de t'accueillir, je te propose de chiner. Ravi que tu sois là. Bah enchanté, salut tout le monde, salut Clément. Bon, on s'est rencontrés à un événement et on avait parlé assez longuement, voilà, de connaissances clients. Tu m'avais raconté les expérimentations que tu avais fait chez Upella, justement parce que tu es Head of Growth chez Upella et tu vas nous raconter ce que fait Upella. Ça fait beaucoup de Upella. C'est vrai. Ça fait beaucoup de Upella, mais au moins on va se souvenir de Upella. C'est vrai. Voilà. Ouais. Justement, qui est-ce que t'es? Quel est ton parcours et qu'est-ce que fait Upella? Alors, du coup, on va commencer au commencement. Il faut savoir, donc, j'ai fait, comme toi, l'ISEG, donc il y a une école spécialisée en marketing et en communication, que j'ai fini en 2009, voilà, sur le campus parisien en particulier, là où tu as fait le campus toulousain. C'est ça. Et derrière, je suis arrivé au moment où il fallait choisir ce qu'on allait faire dans la vie, sauf qu'en 2009, c'était un peu compliqué. C'était la crise, c'était un peu le creux de la crise qui avait commencé en 2007. Et en plus, à l'époque, on était sur des grands chamboulements du marketing, puisqu'on était au moment où Facebook commençait à exister, MySpace commençait à ne plus exister. On commençait à avoir l'iPhone, ça faisait 1 an que le produit existait, surtout qu'en plus en 2008 j'avais travaillé dans les relations presse en stage pour Microsoft Windows Mobile, donc j'avais vu arriver de très loin le raz-de-marée, et en effet c'était assez douloureux. Ça a beaucoup changé la manière de faire du marketing, évidemment, et du coup je me suis plutôt dirigé vers l'entrepreneuriat, entre autres grâce à un concours qui avait été lancé par l'ISEG, et sur le métier de l'élevage d'insectes comestibles ou à destination de l'alimentation animale. Je suis parti au Laos le faire pendant 5 ans. Je suis rentré parce qu'on a un peu raté des changements d'échelle, et j'ai eu plusieurs autres casquettes avant de me remettre en selle vers tous les métiers du marketing, ou en tout cas de l'acquisition numérique, avec entre autres une formation rapide à Rocket School,
où je me suis dirigé plutôt vers les métiers du sales pour mieux comprendre ces métiers, pour pouvoir bien comprendre les process de A à Z, la partie CRM, la partie traitement des données, etc. Ensuite j'ai trouvé du coup un premier poste en directeur marketing pour une petite startup qui s'appelle MidTribe, qui est une startup initialement spécialisée dans le placement de freelance spécialisés produits surtout, donc UX, UI, qui utilisaient en interne des outils qu'ils avaient développés eux-mêmes pour pouvoir trouver les leads facilement, entre autres sur LinkedIn, donc un petit peu comme d'autres outils tel Phantom Buster. Et un des axes que j'ai poursuivi quand j'y étais, ça a été justement de transformer ça en produit qui serait commercialisable à d'autres agences, tout simplement, ou à des cabinets de conseil qui ont besoin de staffer et qui ont besoin de trouver du monde. Donc je suis parti en cours parce que, entre autres, en termes de budget, c'était impossible de soutenir mon salaire. Mais le produit existe, il a été lancé le mois dernier, il s'appelle Lomasoft, On va le mettre plutôt plutôt une bonne chose. Et derrière, du coup, j'ai rejoint Upella. Upella qui est une société spécialisée dans le transport, et en particulier au départ dans l'achat-revente de transport. Notre métier principal et la promesse, c'est que on va permettre à des personnes comme toi ou moi, ou à des entreprises de toute taille, d'avoir accès à un large panel d'offres, plus de 30 offres différentes de transporteurs, vers énormément de destinations, 220 destinations, un peu moins à cause du conflit russo-ukrainien, de pouvoir expédier des plis, des colis, des palettes, en ayant soit accès à des offres tout simplement qui ne sont pas forcément visibles facilement, soit en ayant accès parfois à des tarifs un peu inférieurs, puisque nous achetons en gros des milliers de kilomètres avant de les revendre en petits bouts. Voilà, donc on est un peu un grossiste en transport. C'est une partie de notre métier, c'est le métier historique. Et derrière, on a développé des nouvelles fonctionnalités. En particulier, on permet maintenant à nos partenaires d'avoir une marketplace, d'intégrer nos offres là où ils le veulent, via l'API, avec donc ce partenariat technologique. Donc là, c'est assez nouveau pour nous. Et derrière, on propose aussi une forme de marque blanche. Donc on va permettre à des plateformes qui ont pas mal d'adhérents d'avoir leur plateforme brandée à leur couleur avec leur logo, et de pouvoir expédier avec Upella, avec les tarifs d'Upella, directement en France ou à l'étranger en fonction des besoins. Ça, c'est super pratique. Et ça, c'est super pratique. Rien que pour un Vinted, s'ils avaient ça. Exactement. Voilà. C'est peut-être client, c'est en marque blanche. C'est ça. Ok. Bon, écoute, c'est super intéressant. T'es Head of Growth, donc chez Upella, c'est quoi un petit peu ton scope? Alors en fait, je suis à la fois growth et marketing. Donc ça commence avant même la partie growth, puisque le marketing ça commence aussi avec l'awareness, et surtout ça commence avec le produit. Je touche à la fois à tout ce qui est la marque, même si Marilyn qui est dans la salle est très spécialisée justement sur la partie brand content. Derrière, je vais aussi travailler sur tout ce qui est acquisition, donc faire venir les gens sur le site. Et derrière, la partie conversion, donc faire en sorte que le produit convertisse, tout simplement, en le faisant en sorte qu'il corresponde au marché. Ok, c'est un sacré gros scope, mais c'est passionnant, j'imagine. Ouais. Il y a des missions dans tous les sens. Exactement. Et tu peux être assez global, même si Upella est une boîte quand même qui a 10 ans, donc qui est pas forcément où tu peux pas non plus faire des changements d'un seul coup de doigt. Mais c'est quand même un scope assez satisfaisant. Quand on s'est rencontrés, tu m'avais parlé de connaissances clients assez longuement. Tu m'avais raconté que vous aviez implanté ça chez Upella et que ça avait eu de superbes effets, que tu avais vraiment compris des choses que tu aurais jamais soupçonnées. Donc on va en parler, tu vas nous raconter ça. Mais d'abord, moi j'aimerais bien comprendre un petit peu ce qu'est vraiment la connaissance client et pourquoi est-ce qu'il faut vraiment s'attarder dessus. Donc la connaissance client, c'est quelque chose qui pour moi est central dans le marketing, puisque dans marketing il y a marché. Et la réalité c'est que on ne fait pas des produits dans le vide, sinon en fait on a des chances très fortes que nos produits ou nos offres ou nos services ne correspondent pas aux attentes des utilisateurs, des clients qui vont être les destinataires finaux.
Voilà. Donc ça, c'est très important parce que derrière, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans deux cas très particuliers. C'est-à-dire qu'on va avoir soit des gens qui sont en général dans des postes justement qui sont business mais plutôt chiffres, on va dire, soit des gens qui sont des développeurs purs développeurs. Et en fait, ils vont faire des produits et ils vont dire oui, mais c'est pas grave si mon produit n'est pas très utilisable, etc. Au moins il existe, voilà, globalement, et il me plaît à moi. Voilà. Sauf que derrière, le problème, c'est que les objectifs de croissance, on les atteint pas en ayant fait un produit qui ne correspond pas à une cible. Donc le plus important, c'est d'aller parler aux utilisateurs. Les utilisateurs, ils vont avoir des problématiques. Ils vont avoir des choses pour lesquelles ils vont venir sur votre plateforme, ils vont venir chez vous, dans vos locaux, etc. Pour certaines raisons. Donc il faut identifier qu'est-ce que c'est ces raisons. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, toi avec un podcast, qu'est-ce qui fait qu'une personne va vouloir écouter un podcast? Voilà. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est de leur parler et de leur parler longtemps. Parce que au début, en particulier, quand on est vraiment sur des étapes de compréhension du marché, il y a rien qui vaut plus cher que de la donnée client. D'ailleurs, on le sait, parce que de toute façon, tous les algorithmes de SEO, etc., ils servent à ça. Ils servent à détecter quand les gens, ils ont des besoins, et à les envoyer au bon endroit. Google, son métier, c'est ça. Voilà, ce qu'il vend aux publicitaires, globalement, c'est ça. C'est les données clients. C'est ça. Il le passe dans une moulinette, mais en gros, c'est ça. Et de toute façon, ça, donc Google le fait de manière algorithmique à une échelle énorme, mais la réalité, c'est que au départ, ce qui compte, c'est d'aller voir des gens, 5-10 personnes, se dire, ok, on se pose 45 minutes, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a déjà amené à ça. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené à ce problème? Parce que déjà, une des choses en marketing et en growth qui est important, c'est de savoir c'est quoi les signaux qui font qu'on est capable de dire que la personne, elle va être au bon moment pour pouvoir convertir. Voilà. Donc déjà, si on pose cette question, la partie acquisition et activation, on va pouvoir commencer à centrer un petit peu ça et dire, ok, donc en fait, on se rend compte que tous les gens qui veulent écouter, se former un peu mieux au marketing, ils vont taper dans Google meilleur podcast marketing 2022. Voilà, typiquement. Peut-être que c'est ça. Si ça se trouve, en parlant à des gens qui écoutent des podcasts, tu vas te rendre compte en effet qu'ils ont tous tapé cette query. Du coup, toi, déjà, ce que ça veut dire, c'est que d'un point de vue acquisition, faut que tu sois bon sur ce ranking-là. Ou qu'en tout cas, t'ailles voir les mecs qui sont bons sur ce ranking-là pour que ton podcast soit référencé dans top 5 des meilleurs, parce qu'en général, c'est souvent des articles de blog très spécifiques qui vont enquêter dessus, et du coup, le but, ça va être d'arriver et d'être placé là, parce que si t'es placé là, au moins t'es visible, ça t'apporte de la crédibilité, ça prouve que ton produit correspond à la recherche, puisque après tout, eux, c'est comme ça qu'ils déterminent que c'est le cas, voilà. Ouais. Ensuite, tu vas pouvoir leur poser des questions, par exemple, ok, mais par exemple là, voilà, quand t'écoutes un podcast, déjà, est-ce que tu vas jusqu'au bout? C'est quoi les freins? C'est quoi les freins? Voilà, qu'est-ce qui t'a empêché d'écouter un podcast? Est-ce que tu es sur les bonnes plateformes d'écoute de podcast, puisqu'il y a énormément de plateformes, même si en général tout le monde est sur les mêmes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Est-ce que tu es sur les bonnes plateformes? Est-ce qu'il y a une plateforme que tu as ratée? Est-ce qu'il faut que tu sois sur TikTok? Est-ce qu'il faut que le best-of de notre interview du jour, par exemple, il y ait 4 ou 5 clips qui vont pouvoir finir sur TikTok? Peut-être, voilà. Mais du coup, c'est pas le même format que YouTube, donc du coup, t'es obligé de retravailler ton offre pour que ça corresponde. Ouais. Voilà. Et spoiler alerte, ça prend du temps, mais c'est worth it. Exactement, exactement. Prendre du gros contenu pour le découper en petits contenus, ça vaut toujours le. Ouais, je confirme. Et en fait, tout ça, ça va te permettre d'améliorer ton offre. Tu vas aussi poser la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es interrompu en route? Ouais. Tu parlais en introduction du fait que tu vas mettre à disposition tous les liens, etc. Ok, mais quel lien, ou est-ce qu'il y a un truc en particulier que l'utilisateur il voudra plus en fait que tu mettes en avant? Tu vois, est-ce qu'il voudrait je sais pas, top 10 des choses à mettre en place quand on arrive pour faire de la connaissance client, tu as des livrables entre guillemets plus précis, c'est tout à fait possible. Voilà, et ça quand on discute avec tes utilisateurs, tu vas apprendre. Mais le plus important, c'est justement de ne pas leur mettre les mots dans la bouche. Parce que si tu leur mets les mots dans la bouche, de toute façon, eux, ils savent que tu viens les voir parce que tu es en train de faire quelque chose. Voilà. Ils savent, ton client ou ton utilisateur, etc. Il sait très bien que tu lui poses pas des questions de manière désintéressée. Donc c'est très important de lui laisser la possibilité de s'exprimer beaucoup. Un vocabulaire libre. Un vocabulaire libre. Et pas influencé. Et pas influencé, parce que sinon, de toute façon, il va toujours dire qu'il est d'accord. Le client, il est toujours d'accord. Même quand il sait pas.
ce qu'on veut lui faire, il est toujours d'accord. C'est parce que en fait, tout simplement, on est dans une situation d'une discussion, etc. Il va pas prendre des positions clivantes pour le plaisir. Tant qu'on lui laisse pas, voilà, il faut pas hésiter à laisser des silences inconfortables. Parce que c'est là aussi où Oui, il va aller compléter sa réponse avec des trucs qu'il aurait pas dit au début. Exactement, ouais. Voilà. Et en fait, en posant ces questions, voilà, pendant 40-45 minutes par interview, x5, x10, là déjà, on récupère énormément d'informations. Il faut bien tout enregistrer, comme ça après derrière, on peut tout retranscrire et sortir les mots qui sont utilisés. Et sortir les mots qui sont utilisés, c'est aussi très important parce que la manière dont on parle du métier qu'on fait, c'est pas la manière dont les gens parlent du métier qu'on fait quand ils vont l'utiliser. Et donc en fait, la raison pour laquelle ils viennent, les mots qu'ils utilisent dans la raison pour laquelle ils viennent utiliser notre produit, utiliser nos services, c'est pas les mêmes. Un coiffeur, il va te dire qu'il fait de la coiffure, mais la réalité c'est que si tu vas chez le coiffeur pour il y a des gens qui y vont juste pour se faire couper les cheveux, mais la réalité c'est que si c'est juste se faire couper les cheveux, tu peux aussi acheter une tondeuse et des ciseaux. Voilà. La réalité, c'est que souvent, tu vas pour une expertise, pour être plus beau, etc. Si en plus c'est un coiffeur qui est connu sur Instagram, par exemple, tu vas pouvoir y aller parce que t'as envie d'avoir ce statut, d'aller chez ce mec-là qui est connu. Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a plein de besoins profonds cachés derrière les actes d'achat. En fait. Exactement. C'est en fait, il y a plein de raisons différentes d'acheter un marteau. Bah, c'est rien que ça. Et pourtant c'est juste un marteau, quoi. Ouais. Et en fait, tant qu'on ne le comprend pas, bah en effet c'est compliqué. Un milieu où on le voit bien, c'est le milieu des biens de grande consommation. Si tu vas dans un supermarché au rayon shampoing, franchement, tous les besoins ils sont couverts, tous. Tu veux la brillance, tu veux les cheveux gras, tous les besoins. Voilà, c'est tu veux les cheveux qui ressemblent à une célébrité, c'est bon, il y a une célébrité sur une des bouteilles. Ils ont tout segmenté de manière extrêmement précise parce que c'est comme ça justement qu'ils vont pouvoir avoir leur portefeuille de petits produits qui sont juste un gros produit en fait. Hein, à la fin, c'est des shampoings quoi. Mais voilà. Ouais, t'as des shampoings qui vont être éthiques pour correspondre à tes valeurs. Exactement. Aussi, qui vont avoir les odeurs qui te permettent d'avoir de l'exotisme versus des choses qui sont plus réconfortantes parce que c'est les odeurs de ta grand-mère. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses là-dessus. C'est un super exemple ça, les shampoings. Et en plus derrière, là aussi où ça amène à un autre point, c'est que dans ces discussions, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe avant et après. Parce que en fait, une personne quand elle vient acheter une paire de chaussures, c'est seulement un morceau. Est-ce qu'elle a regardé un lookbook et elle veut ressembler à tel mec? Est-ce qu'elle veut avoir des chaussures pour aller en randonnée? Est-ce que voilà, il y a vraiment énormément de raisons d'utiliser le même produit, et même dans le cas du shampoing, on te vend l'avant-shampoing, on te vend l'après-shampoing, on te vend la coloration, enfin il y a le soin du cheveu et donc l'image, parce qu'en fait c'est une problématique d'image au final. C'est très large. Et en fait, très souvent, un shampoing, ce qu'il te vend, et en particulier les shampoings qui sont axés, on va dire, beauté, ils te vendent de l'image. Ils te vendent pas juste le fait de laver les cheveux. Ça, c'est limite, c'est le strict minimum, et heureusement qu'il fait ça, quoi. Voilà. Et en fait, en posant ces questions de manière large, on détecte, justement, tous ces petits morceaux. Et du coup, après, donc nous, ce qu'on a fait chez UPLA, là où on a pu aller plus loin, c'est faire un questionnaire, en prenant justement tous ces petits bouts, tous ces petits, ce qui s'appelle Jobs, parce que la méthodologie s'appelle Jobs to be done. C'est une méthodologie qui a été développée par des gens d'Harvard il y a un petit bout de temps. En gros, on prend toutes ces petites séquences, voilà, alors, est-ce que mon problème c'est faire une expédition? Est-ce que mon problème c'est comparer? Est-ce que mon problème c'est faire mon suivi? Est-ce que mon problème c'est pouvoir centraliser mes données sur mes contacts d'expédition, etc., etc. Et donc on a fait un énorme questionnaire où en gros on avait 45 jobs et on divise ça sur 2 axes. À chaque fois on va poser 2 questions. Sur ce job-là, est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est important? Et est-ce que vous êtes satisfait? C'est-à-dire, est-ce que globalement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, est-ce que le marché répond bien à vos besoins, ou est-ce que vous avez des besoins là-dessus? Voilà. Et du coup, en prenant ça, donc à chaque fois, on recroise les deux, on place tout ça avec une petite formule mathématique et un petit graphique, et du coup, ça nous fait un nuage de points par job. Et on voit ceux qui sont très importants, qui sont notre cœur de valeur. On voit ceux sur lesquels on doit s'améliorer, mais qui sont très importants pour le client.
et on voit ceux sur lesquels on a fait des efforts, mais en fait ça sert à rien. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, ça permet de choisir vers quoi on va pouvoir aller. On va aussi pouvoir déterminer, parce que nous, l'avantage qu'on a, voilà, on a 10 ans d'existence, on a beaucoup de clients, etc. On va pouvoir déterminer c'est quoi notre cœur de valeur, notre proposition principale, c'est quoi. Et on va pouvoir dire, ok, là on met de l'argent, on va faire ça. Là, ça, soit on arrête, soit on le fait d'une manière qui est complètement différente. Mais en tout cas, la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est pas la peine. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça permet vraiment d'informer le développement de son produit pour qu'il corresponde au marché. Alors après, ça prend du temps. Nous, on a eu quasiment 200 réponses. C'est évidemment pas simple d'obtenir 200 réponses, mais en fait c'est faisable, parce qu'en payant un petit peu pour avoir des sondages en ligne, etc., quel que soit le marché, normalement il y a la possibilité de le faire. Voilà. Après, est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire ou la base de clients? Ça, c'est deux autres problématiques. Mais déjà, en ayant une cinquantaine de personnes qui répondent, c'est déjà pas mal. C'est juste qu'à partir de 200 réponses, l'avantage, c'est que le poids d'une réponse pèse moins de 0,5%. Donc en gros, les variations qui vont être causées par une seule personne sur le sondage sont moins importantes. C'est principalement ça. Voilà. Okay. Mais déjà, la principale question à se poser, c'est, ok, pourquoi les gens viennent me voir? Enfin, pourquoi les gens viendraient me voir? Comment je m'inclus dans un écosystème plus large? Voilà, qu'est-ce que les gens font avant, qu'est-ce que les gens font après, et parce qu'en plus derrière ça va permettre aussi de trouver comment on se diversifie, parce que oui, par exemple complémentaires, exactement, qu'est-ce que tu peux typiquement je voyais il y a pas longtemps que tu avais interrompu ta newsletter, extrêmement triste, en fait la newsletter, c'est en effet le complément habituel du podcast. Ouais. Voilà. C'est comme le webinar, comme le cours en ligne, comme voilà, il y a énormément de petits bouts qui permettent justement de travailler des mêmes besoins centraux et qui permettent de solidifier une proposition de valeur plus large et de pas se dire voilà, genre on fait un truc qui fait tout. En fait non, on fait plein de trucs qui font un truc, qui font des trucs bien. Voilà, qui ensemble permettent justement de couvrir plus de besoins. Ça, au final, c'est comme ça que tu te retrouves avec des entreprises, historiquement, sur tout ce qui est industriel, ou en tout cas tout ce qui va être production, usine, etc., qui, au final, les entreprises, elles achètent, tu sais, elles font des développements, ou elles achètent en horizontal ou en vertical. Et donc, par exemple, un très bon exemple d'entreprise qui s'était développée comme ça, c'était Bata, la chaussure. C'était une entreprise qui était très connue dans les années 90, okay. Ils existent beaucoup moins aujourd'hui, c'est tchèque de mémoire, et en fait à la base c'était un mec qui faisait des chaussures, puis après ça a commencé à percer un peu, et c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, du coup il a dit ok, bon alors du coup moi dans la chaussure, d'abord je vais acheter des boîtes qui font du cuir, puis ça a grossi comme ça, et en fait au bout d'un moment il avait des plantations d'EVA pour le caoutchouc des semelles en Amérique du Sud, une compagnie d'aviation pour pouvoir faire son propre fret. Il avait vraiment, genre voilà, pour être sûr d'avoir la maîtrise justement sur tout ce qui faisait le truc de base, qui était la chaussure. Le défaut, par contre derrière, c'est qu'en effet, ça fait plein de briques et quand il y en a une qui se casse la figure, c'est plus compliqué. Voilà, parce que là, c'était vraiment sur un produit. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc très intéressant à voir. Il avait même construit des villes-usines un peu partout. Il y en a en Inde, il y en a en Amérique du Sud, il y en a même dans l'est de la France, je crois, en Lorraine, de mémoire. Voilà, qui était vraiment centré sur on va tout produire, on va vraiment tout faire. Super intéressant. Mais, moi, je te propose qu'on illustre un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes qui ont complètement changé ta stratégie chez UPLA, ou en tout cas auxquelles tu t'attendais pas? Alors, qu'on a découvert et auxquelles on s'attendait absolument pas, déjà il y avait des choses qu'on soupçonnait, parce qu'on voyait bien que notre offre n'était pas forcément alignée, c'était en particulier sur l'envoi de palettes. On se disait, ouais, faut qu'on fasse des efforts, peut-être qu'on rajoute des offres ou quoi, mais en vrai, vraiment l'essentiel des gens qui utilisent notre site, ils envoient pas de palettes. C'est un besoin qui est trop spécifique. Et malgré justement des bons efforts, c'est-à-dire qu'on a des pages sur l'expédition de palettes qui marchent bien en termes de SEO par exemple, on a très peu on répond pas bien aux besoins, tout simplement parce que c'est vraiment un marché du transport qui est très spécifique. Voilà, donc ça, tu vois, par exemple, on a dit bon, on va mettre moins d'énergie dessus,
On va plutôt se centrer à l'inverse. Alors pareil, l'expédition de plis, mais parce qu'en fait aujourd'hui personne ne va sur internet pour expédier une lettre. Voilà, c'est et ça, enfin moi je le savais pas, d'autres gens de la boîte le savaient parce qu'ils avaient un historique plus long dans la boîte, donc ils avaient déjà ce niveau de compréhension. Moi je l'avais pas, donc ça l'a confirmé pour eux. Donc ils ont pu m'expliquer qu'en effet c'était pour ça. Et à l'inverse, que l'expédition de colis, ça restait central. Voilà. Et en particulier, ça nous a bien montré qu'il fallait qu'on muscle notre offre au niveau européen, pas que français. Parce que c'est là où il y a des besoins transnationaux. En France, on a énormément d'offres. Quand on sort des frontières, on en a un peu moins, ce qui est normal parce qu'on doit négocier avec chaque transporteur et les entités de chaque transporteur. C'est quand même un marché qui est très compliqué, qui est d'ailleurs très à l'ancienne. Les transporteurs, quand tu vas sur les sites des transporteurs, en général, c'est voilà, tu sens un petit peu qu'en effet le marché a un peu de retard sur Internet de manière générale. Après, là où il faut faire attention, c'est que ce sondage, il a été donné en ligne, mais énormément de notre clientèle est très peu digitalisée. On a énormément de notre clientèle qui va être des garagistes, par exemple, des vendeurs de pièces détachées, de l'industrie, etc. Donc eux, quand ils utilisent un ordinateur, c'est pour nous utiliser quasiment. Bon, ils ont d'autres utilisations, hein, mais c'est en tout cas leur métier ne se passe pas en ligne. Donc c'est un sujet qui reste très important pour nous, d'un point de vue d'ailleurs marketing et commercial. C'est d'arriver à toucher ces gens-là. Donc il faut toujours qu'on prenne des pincettes sur ce genre d'action. Comment tu fais du coup? Là justement pour l'année prochaine, on va orienter le marketing avec des actions qui sont offline en fait. On va sortir de Google, etc. Parce que Google, on l'utilise beaucoup dans notre brique d'acquisition, mais en fait c'est du middle ou du bottom of funnel. Sauf que du coup en fait les gens ils savent pas qu'on existe, et du coup quand ils arrivent et qu'ils vont taper expédier colis Maroc par exemple, ils vont voir UPLA, ils vont dire je connais pas, voilà, de exactement, voilà. Et donc nous le but c'est justement d'arriver à augmenter cette brique de notoriété préalable, en allant travailler des audiences physiques, donc que ce soit par de l'affichage peut-être, tu vois, par exemple, qui est dans le champ des expérimentations qu'on oublie souvent, alors que, tu vois, genre, c'est rigolo quand tu le vois beaucoup dans les startups, justement. Entre le moment où t'es une startup et le moment où t'es une scale-up, au début, les startups, souvent elles font que du Facebook, ou tu vois, genre elles ont un ou deux petits canaux comme ça, qui sont souvent des canaux en ligne, et un truc que tu vois beaucoup, même avec, tu vois, Swile, ou des boîtes qui ont commencé à bien lever, là ils commencent à faire de l'affichage, parce que là ils savent tu vois, que il faut mettre de la notoriété au bout, exactement, parce que t'as de la crédibilité, parce que voilà, au moment de l'achat, en fait tu veux que le mec il vienne te voir direct, tu veux pas qu'il tape la requête, tu veux qu'il sache que tu réponds déjà à ce besoin. Et du coup voilà, c'est pour ça d'ailleurs que la connaissance client elle est importante, c'est parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va l'atteindre. C'est le client, imaginons toi sur un podcast, typiquement tu vas pouvoir aller sur un Slack spécialisé en growth, faire ta pub. Voilà. Bon, il faut trouver des Slack qui sont OK avec l'autopromo, évidemment, ou des groupes Facebook spécialisés. Voilà. Ça va te permettre d'avoir ces bassins d'audience. Mais si tu ne sais pas que ces gens sont là, tu vas dépenser plus par exemple, en postant sur LinkedIn, etc., tu vois, en atteignant peut-être moins de monde. Et du coup, ça va être moins performant. Alors que si tu choisis les bons viviers de clients potentiels, d'utilisateurs potentiels, d'auditeurs, là, tu peux y aller. En leur demandant justement quelles sont leurs sources d'informations, où est-ce qu'ils vont aller chercher le produit. En tout cas, quand ils ont eu besoin de répondre à ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu leur dis pas quelles sont leurs sources d'infos. Tu leur dis qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu besoin de répondre à ce problème. Qui est une question d'ailleurs typique de commercial. Un commercial au téléphone, quand il a un nouveau client ou un nouvel utilisateur d'un site, tu vois, qu'il essaye de qualifier, il va dire comment vous avez entendu parler de nous. Comment vous êtes venu, et qui est une question d'ailleurs typique que tu vas mettre en mail aussi quand t'es dans le e-commerce, tu vois, potentiellement tu peux dire comment vous avez entendu parler de nous. Mais c'est aussi voilà pour ça que c'est important de laisser la porte ouverte, parce qu'en fait le cheminement que s'est posé la personne, il y a peut-être une étape intermédiaire que si tu laisses pas la parole et que tu fermes les choix, tu vas la rater, alors que c'était là qu'il fallait être, tu vois. Fallait trouver ce truc là. Exactement. Et du coup, en termes de résultats, ça a donné quoi cette connaissance client? En termes de résultats, on est encore en train de le faire, mais par exemple, nous, ce qu'on est en train de faire déjà, c'est d'adapter tout notre site pour qu'il soit bien fonctionnel sur mobile. Entre autres parce que on a énormément de notre audience. Alors ça, on l'a vu entre autres avec des outils comme Google Analytics, Hotjar, etc., qui n'arrivaient pas
à bien parcourir notre site, à bien l'utiliser sur mobile. Ce qui est normal parce qu'il a été développé en pensant à une audience PC. Voilà. Donc forcément, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes habitudes, mais c'est plus simple de prendre un produit qui a été fait mobile first et de l'adapter à du desktop que l'inverse. Donc là, on est vraiment en train d'adapter en particulier la page où on affiche les offres et la page où on complète les commandes pour que au moins un premier achat pour un particulier qui va souvent en plus faire un envoi en relais, etc. Donc on a des problématiques de choix de points relais, etc. Il puisse le faire, voilà. Parce que c'est pas là-dessus on sait qu'on va avoir du gain et ça nous a aussi permis la connaissance client acquise, alors que ce soit par ce sondage ou par les outils d'analytics. Ça nous a permis de voir que on avait eu une grosse croissance sur le blog, voilà, parce qu'on a choisi les bons mots-clés justement avec la connaissance client, mais qu'elle transformait pas parce que on n'avait pas mis en place les outils qui permettaient d'envoyer vers les offres, tout simplement d'expliquer ce qu'on faisait en fait. Les gens ils arrivaient sur un article, ils trouvaient l'article intéressant, ils le lisaient, c'est top, mais par contre derrière, on leur vendait rien entre guillemets, et du coup là, on n'exposait pas notre proposition de valeur, on va dire. Okay. Donc on perdait des conversions. Le but c'était pas évidemment de foutre 40 pop-up pour dire venez moins 40%, etc. Voilà, ça clairement c'était pas le but. Le but c'était de gêner le moins la lecture pour que la valeur elle puisse toujours être là. Mais ça nous a quand même permis de faire développer par l'équipe de développement un widget spécialement qui permet de s'intégrer. En gros, j'ai une ligne de code que je peux copier n'importe où dans un article. Et ça va faire une version miniature de notre petit bordereau d'envoi. Bordereau d'envoi. Voilà. Destinataire, destination, date, poids et envoyer quoi. Et ça, on l'a mis en prod vendredi et déjà les résultats de passage à la page d'offres, ils ont rien à voir. On a fait du x4. Voilà. Et encore, il y a des pages où il y avait 0 conversion et on est passé à 5. Parce que tout simplement l'option n'existait pas, donc c'est encore plus simple. Elle n'existait pas sur mobile, sur desktop elle existait mais elle était un peu sur le côté, donc elle n'était pas forcément bien mise en avant. Là maintenant elle est mieux mise en avant, donc du coup ça expose le visiteur à notre offre. Donc même quand il arrive en n'ayant pas forcément un besoin d'expédition, au moins il repart potentiellement en sachant ce qu'on fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs même s'il ne clique pas, parce qu'il a même pas besoin d'utiliser le produit pour comprendre. Mais il comprend que vous faites de l'envoi. Il voit ce qu'on fait, voilà. Et rien que ça, c'est super important. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire derrière, c'est utiliser par exemple Google Optimize, qui est l'outil d'A/B testing de Google, pour pouvoir tester, par exemple, si on change la couleur du bouton, si on change le texte du bouton, selon l'article, par exemple. Imaginons, là, on a un article spécifiquement sur l'envoi de colis volumineux. Si demain, j'A/B teste des mots différents dans le bouton qui permet l'envoi, peut-être qu'on va pas avoir le même taux de réponse. Voilà. Parce que, et là, on va, encore une fois, prendre de la connaissance client. Ce qui est important de se rappeler, c'est que quand on prend de la connaissance client, derrière, ce qu'on fait, c'est que ce ne sont que des expériences. On part pas avec des certitudes, on part avec des hypothèses. Voilà. Et un truc qui est très important en marketing, c'est ça. Si demain, nous, on se met à envoyer des flyers, par exemple, l'avantage, c'est qu'on va en envoyer beaucoup, donc on va A/B tester nos flyers. Ok. Tu sers beaucoup de l'A/B testing On essaye quand on peut, que ce soit sur les landing pages, les pop-up. Tu vas tester quoi typiquement les choses qui ont le plus de valeur, pas forcément la couleur du bouton, mais les positionnements des boutons. Ok. Là, ce qu'on va tester du coup, ça va être la position justement de ce widget dans le corps de l'article. Est-ce qu'on le veut tout en haut, est-ce qu'on le veut au milieu, est-ce qu'on le veut à la fin. Voilà. C'est rien que ça va nous apporter des choses. Et est-ce que ça change selon le type d'article? Par exemple, si on est sur un article sur la douane, est-ce qu'il vaut mieux qu'on le mette à la fin ou au milieu? Parce que là, la personne, elle a potentiellement pas du tout une problématique d'achat. Donc, est-ce qu'on veut que la personne, elle soit exposée tout de suite, mais en même temps, du coup, une personne qui partirait après avoir lu un tiers, elle aura pas vu. Voilà, donc il y a toute cette question là qui se pose, et voilà, nous on A/B teste ça. Il y a des choses qu'on a du mal à A/B tester à cause de la configuration technique, mais on essaye d'A/B tester au minimum ce qui se passe sur la page d'accueil, même le message, tu vois, parce qu'en fait ce que tu présentes comme valeur sur la page d'accueil, ça change pas mal la perception de ton entreprise, et ça a des effets. Voilà. Ok. Bon, trop bien ce widget. Il y a beaucoup de blogs qui sont sous-utilisés en fait, qui sont utilisés juste pour de la lecture. Mais en fait, on peut générer plein de leads juste en mettant un petit livre blanc sur le côté.
Exactement. Ça peut déjà faire une Ça différence. change pas mal les choses. Et du coup, voilà, ça, il faut le tester parce que, en particulier, voilà, si l'objectif, en tout cas, c'est la monétisation, parce que après, c'est une question d'objectif. Si l'objectif, c'est la monétisation, la capture de leads, etc., en fait, il va falloir les prendre quelque part. Donc, à partir du moment où on se crée un réservoir d'audience, ça permet de le faire. Et là, tu vois, sur la partie connaissance client, par exemple, une des problématiques que rencontrent nos clients, c'est évidemment réduire les casses et pertes. Ok. Voilà. Mais tu vois, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, tu vois, souvent en Jobs to be done, tu vas regarder les jobs d'une manière qui est soit réduire quelque chose, soit augmenter quelque chose. Voilà. Parce que, en gros, c'est plus simple de communiquer ça au client, déjà. Et même pour toi, derrière, ça permet de trouver des solutions. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de solutions qui permettent de répondre à ça. Là, on est en train de voir pour travailler avec un partenaire spécifiquement là-dessus. On peut aussi, tout simplement, tu vois, genre, on pourrait tout à fait faire une série de vidéos YouTube ou TikTok, comment emballer tel objet. Voilà. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et de manière plus ou moins drôle, etc. Enfin, après, il y a énormément de déclinaisons possibles. Et rien que ça apporterait de la valeur à des clients, tout en nous exposant médiatiquement, potentiellement. Voilà. Et après, derrière, on pourrait tout à fait se lancer et commercialiser de l'emballage. Tu vois. Ouais, totalement. Ça serait viral, c'est sur TikTok, une série comment emballer de la façon la moins efficace possible tel objet. Ouais. Ça serait trop bien. Exactement. Et surtout que ça, tu vois, on le voit. On a des clients, des fois, en effet, quand ils emballent, ils emballent pas comme il faut. Et le service support, qui est un service, on a quand même un gros service support en interne. Des fois, en effet, ils doivent traiter des demandes où c'est compliqué de dire aux clients que fallait pas faire comme ça, quoi. Et c'est pour ça que voilà, nous on essaye justement, parce que vu que dans le bon marketing, il y a le marketing qui éduque, on va dire la cible, et tu vois, typiquement, avant d'avoir ton besoin, enfin quand t'as ton besoin d'expédition, simultanément t'as ton besoin d'emballage. Voilà, c'est vrai, c'est complémentaire. Ouais. Donc si tu vends de l'emballage, au fond, c'est ou si tu expliques aux gens comment emballer, au moins déjà ils vont te connaître. Alors que tu vends pas d'emballage. Si l'emballage est un secteur important et problématique. Voilà. Exactement. Ok, je te propose que tu nous as donné quelques questions. Alors, comment tu fais quand t'as ce problème-là, qu'est-ce qui te freine quand tu veux apprendre des choses, par exemple sur le marketing. Imaginons que je sois un prospect, tu vois, ou un client, tu vois, un bon utilisateur, et que tu veuilles comprendre vraiment pourquoi j'utilise ton produit et comment est-ce que tu peux l'améliorer. Ça serait quoi un petit peu les 5 questions que tu vas prioriser? Alors les 5 questions que je vais prioriser, c'est alors ça va dépendre du type de produit aussi, un petit peu. Mais globalement, ce que je vais essayer de comprendre, en tout cas, parce que la manière de tourner la question va être un peu différente, c'est pourquoi. Voilà. Pourquoi la personne est là. Okay. Après, je vais essayer de comprendre aussi, est-ce que la personne qui est là, c'est l'utilisateur final ou pas? Parce que dans pas mal de situations, la personne qui est, par exemple, nous chez UPLA, on a beaucoup de gens qui nous utilisent qui ne sont pas forcément la personne qui va faire l'emballage, ou qui va pas être forcément l'expéditeur. Ouais. Ils s'occupent juste de générer le bordereau, en gros. Voilà. Et après, ils vont envoyer ça à l'imprimante, et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Donc, en gros, voilà, vraiment comprendre, parce que du coup, l'interlocuteur que je vais chercher à avoir, ça va pas être le même. Okay. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de vraiment poser la question sur qu'est-ce que tu essayes d'accomplir. Voilà. Parce que c'est là aussi où tu as toujours pareil, le avant, après, pendant, etc. En fait, ce que la personne essaie d'accomplir, c'est justement cette tâche globale. Voilà. Et du coup, ça permet de voir justement qu'est-ce que je rate, en fait. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je rate. Parce que la personne, quand elle va me dire qu'est-ce qu'elle essaie d'accomplir, elle va me raconter un petit peu qu'est-ce qu'elle a essayé de faire. Par exemple, on a été voir un de nos clients l'année dernière. On est allé dans ses bureaux pour pouvoir voir voilà, comment il fait son travail. Et comment il gère ses expéditions. Voilà. C'est un bijoutier. Ils sont 2 dans l'entreprise. L'expédition, ça reste une grosse problématique pour eux. Il a son stock dans son appartement, etc. Donc vraiment typique petite entreprise française. Et après, derrière, on lui a demandé, ok, mais du coup, nous, on rentre comment dedans? Est-ce qu'on s'intègre dans ta
par rapport à ton site e-commerce? Est-ce qu'on s'intègre par rapport à tes besoins d'expédition qui vont être à l'international, parce que ça va être du réassort magasin, des choses comme ça, donc c'est complètement différent en termes de dynamique. Et où est-ce qu'on vient? Et surtout, genre, justement, montre-nous comment tu le fais, qu'on voit un petit peu, voilà, comment tu utilises, qu'est-ce que tu ouvres comme fenêtre, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Parce que ça nous permet et explique-nous aussi, parle en même temps, comme ça on voit vraiment là où il y a des moments où ça va pas, en fait. Okay. Et en fait, en faisant ça, on a réussi à voir en effet qu'il y avait des briques sur lesquelles on pouvait clairement s'améliorer, du point de vue e-commerce, du point de vue simplicité d'utilisation, etc. Donc le but, ça a été justement derrière de simplifier pour que des e-commerçants puissent plus facilement utiliser notre produit. D'accord. Tu cherches vraiment ceux qui cherchent à accomplir, mais de façon générale. Donc exactement. Peut-être que tu vas trouver des trucs, des offres complémentaires qui vont permettre d'étendre ton service pour qui... Ouais, et puis même sans ça, parce que de toute façon, en voyant ce qu'il essaye de faire de manière générale, tu vas aussi voir que ton produit ne répond pas parfaitement aux besoins, ce qui est normal, mais du coup, tu vas pouvoir voir comment il pourrait y répondre mieux, même sur les petits bouts que tu fais déjà, en fait. Parce que tu vas comprendre que là, en effet, il y avait moyen de faire mieux. Voilà. Parce que tu vas comprendre que toi, comme tu as l'habitude de voir le produit, tu as travaillé dessus, etc., tu as fait 40 fois tes parcours utilisateurs, tu le connais par cœur. Voilà. Ton utilisateur lambda, quand tu l'utilises 3 fois dans la journée, c'est une très grosse journée. Voilà. Et souvent, c'est... par exemple, nous, typiquement, on voit très bien, on va avoir des utilisateurs le matin, des utilisateurs en fin d'après-midi, quasiment rien avant, quasiment rien après. Voilà. Okay. Parce que le reste du temps, ils font leur métier, en fait. Ils ont autre chose à faire que des expéditions. Et typiquement, en fait, ouais, du coup, ça veut dire que déjà, c'est des heures où il faut que nos serveurs ils soient tout le temps opérationnels, hein, parce que on peut pas se permettre d'avoir le produit qui marche pas à cette heure-là. Ça va surtout nous permettre de dire, ok, mais du coup, vu que tu le fais pas souvent, où est-ce que tu butes? Qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce que la solution qui permet de gérer tes contacts, elle marche bien? Est-ce que le suivi de tes expéditions qui ont déjà été faites, ça marche bien? Voilà. Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que l'information que tu obtiens est cohérente et pertinente? Là, on travaille beaucoup justement sur cette partie suivi, parce que c'est quelque chose qui est pas du tout harmonisé d'un point de vue transporteur. Tous les transporteurs, ils ont des méthodes de suivi différentes. Et donc, un de nos objectifs, c'est d'améliorer ça, tu vois, typiquement. Parce que c'est là où nous, justement, vu qu'on a plein d'API de transporteurs qu'on récupère, etc., on peut standardiser, en fait, si on veut, ça. Et on peut améliorer, donner plus d'informations. Ouais. Tu peux passer d'un truc très chiant et problématique, exactement. le suivi de colis, à quelque chose de centralisé, avoir un produit plus riche. À défaut d'être agréable, parce que ça reste du transport, c'est pas un truc qu'on fait par plaisir, hein. Voilà, on n'est pas chez un coiffeur, on n'a pas de besoin d'estime de faire une expédition, mais au moins on peut faire une chose qui est carrée, claire, et où quand il y a un colis qui est perdu, on peut dire il est là. Ouais. Voilà, peut-être. Bon, à voir, hein. Parce qu'après c'est développement de technologie, etc. On va peut-être se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on voudrait. Il y a plein de choses comme ça qu'on essaye de développer pour correspondre justement aux choses qu'on a vues qui étaient des problématiques clients importantes. Ouais. Et tu vas mettre plus ou moins d'efforts selon si c'est important ou pas. Exactement. Voilà. Okay. Une dernière question que tu veux prioriser ou pas? D'un point de vue priorisation, nous justement, ça va être le travail sur l'image de marque. C'est pour essayer de comprendre si ils sont venus chez nous par défaut, ou par choix. Voilà. Parce que derrière, en comprenant qui ils sont, donc tu as par exemple typiquement petit vendeur de bijouterie, d'accessoires, s'il nous dit qu'il nous a eu par défaut, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille plus pour que si on veut aller chasser des clients sur ce segment-là, on puisse dire ok, on existe déjà. Voilà. Et à l'inverse, si on sait qu'on est par défaut, on sait qu'on va devoir aller peut-être justement les chercher plus fort, entre guillemets, avec d'autres méthodes, pour qu'il n'y ait pas cette problématique qui se pose de il a tapé un mot-clé sur Google, voilà. Parce que sinon derrière, en fait, ça veut dire qu'on attend, parce qu'on est un secteur qui marche un petit peu par le bouche à oreille aussi, mais si on attend le bouche à oreille plutôt que de le générer, on perd des opportunités en fait. Et d'ailleurs, un truc qui est important en growth en général, c'est que en fait, au bout d'un moment, t'as fait ton funnel un petit peu, mais en fait, le but c'est de faire des boucles, surtout derrière, des boucles vertueuses.
et la partie la brique R referral dans une des plus puissantes. Voilà, c'est une des plus puissantes, mais c'est aussi une des plus difficiles à mettre en place parce que selon les entreprises, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et selon ce que tu proposes comme offre et selon les technologies que tu as à ta disposition en plus, tu vas pas pouvoir l'exploiter de la même manière. Ouais. C'est vrai que vous, si vous vendiez du packaging, du colis, vous pourriez mettre Upella et avec un petit mot, et vous feriez systématiquement découvrir Upella à une personne. Exactement. En fait. Ah. Donc ce serait une boucle referral super. Exactement. Pour un utilisateur, t'as un referral. Bah là, déjà, on est en train de revoir tous nos emailing transactionnels pour que justement les destinataires, en particulier, soient mieux exposés à notre proposition de valeur quand ils reçoivent les emails de suivi qui leur disent qu'ils ont un colis qui est en cours d'acheminement. Voilà. D'accord. Et ça, on espère en effet que ça va permettre d'avoir plus d'exposition parce qu'on a pas mal de visites sur le site. Tu vois, on dépasse le mois dernier, on a dépassé les 100 000 visiteurs, nouveaux visiteurs sur le site. Donc c'est déjà pas mal. Le but c'est quand même que voilà, on arrive à chaque fois à faire passer qui on est et que nos clients, qui sont quand même plusieurs milliers chaque mois, quand ils font des expéditions, et ben pareil, la personne qui reçoit le mail, elle comprenne parce qu'elle nous connaît pas. Voilà, elle sait juste qu'elle va recevoir un colis. Et puis si elle a reçu le colis, ça veut dire que vous êtes fiable en plus. Exactement. Voilà. Donc, par contre, à l'inverse, on a une autre problématique, qui est une problématique commune dans le milieu du transport, c'est que on est tributaire de nos fournisseurs. Voilà. Si tu as un problème avec Mondial Relais, UPS, etc., que tu as fait ton achat chez Upella, ton problème, tu vas souvent venir te plaindre que c'est Upella. Voilà. C'est une des difficultés de notre marché, justement une des spécificités. Mais en fait, c'est une problématique retail en général. Du moment que tu vends des choses qui ne sont pas faites par toi, on va quand même dire que c'est ta faute. Tu essuies les pots cassés de l'autre. Exactement. C'est tant que tu as un intermédiaire, à un moment ou à un autre, tu vas subir les pots cassés. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit se permettre d'être encore meilleur que les transporteurs. Très bien. Bon, j'ai l'impression qu'on a donné une super méthodologie. Si t'as quelque chose à rajouter, je t'en prie, sinon on va passer aux questions de la fin. Écoute, pour moi, c'est tout bon. Bon, génial. Ma première question, elle est un peu plus personnelle, parce que j'aime bien aussi connaître la personne outre les compétences. C'est, est-ce que tu as eu des coachs de vie, des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné, qui t'ont donné des conseils particulièrement impactants? Alors, j'ai pas eu de coach de vie spécifiquement, parce que c'est pas du tout quelque chose qui tu vois, personnellement je suis pas du tout dans ces trucs là. Globalement j'aime pas trop justement le fait de mettre une personne comme étant quelqu'un qui est presque infaillible sur un sujet en particulier. Je trouve que globalement c'est une des mauvaises habitudes qu'on a justement en marketing. On va prendre des célébrités comme Seth Godin ou Timothy Ferris, tu vois, typiquement, et on va dire ok, il faut faire comme ça. Voilà. La réalité c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Le marketing, ça reste une discipline qui est à la croisée de la sociologie, de l'économie et de plein d'autres sciences, on va dire plus dures que le marketing, parce que le marketing c'est quand même extrêmement mou comme science. C'est du bon sens systématisé. C'est exactement. Mais du coup, on peut l'informer en allant voir d'autres choses. Donc pour moi, c'est plus intéressant justement d'aller voir ce qui est fait par justement les domaines scientifiques plutôt que d'aller voir les personnes en fait directement. Par contre, en effet, derrière tu trouves des livres intéressants. Timothy Ferris, La semaine de 4 heures était quand même un bouquin révolutionnaire, en particulier à l'époque quand il est sorti. De la même manière, le livre sur Business Model Generation qui a permis d'avoir ce Lean Business Model Canvas, c'était quand même une assez grosse révolution quand c'est sorti. Mais ça veut pas dire que derrière tu as je vais acheter tous les bouquins du même mec, parce que je sais très bien qu'après son métier ça devient de vendre des livres en fait. Oui. Okay. Ou de faire des conférences ou voilà. Et très souvent le problème justement des coachs de vie etc, c'est que ils vendent plus la personne que la réalité de la réponse aux besoins, on va dire. Okay. Voilà. Pas de personne qui t'inspire particulièrement. Pas plus que ça. Mais plus des ouvrages. C'est ça. Ouais. T'en as d'autres à nous? Ton livre de chevet en ce moment? Mon livre de chevet, il y a un livre très bien sur la culture qui est sorti il y a quelques semaines, qui est très intéressant sur, même s'il est un peu daté, c'est-à-dire qu'il est sorti il y a 2 semaines, mais voilà, il a été écrit par quelqu'un qui a grandi dans le début des années 2000, fin des années 90, okay. ça se voit, voilà, mais qui permet quand même de comprendre une partie de pourquoi les gens font des choses. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours.
Globalement, c'est vraiment, je pense, une des questions centrales du marketing. C'est pourquoi les gens font des choses et comment on s'insère dedans. Et je te retrouverai le nom, on pourra le mettre en commentaire, mais il est très intéressant sur le point de vue sociologique de la culture. D'accord. D'autres ressources un peu complémentaires sur la méthodologie Job to be done. L'avantage c'est que le bouquin en anglais, je ne crois pas qu'il ait été traduit gratuitement en tout cas, est dispo gratuitement sur internet chez les gens qui ont créé la méthodologie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Parce que leur business model c'est de vendre du conseil sur ce sujet, évidemment. Rien n'est jamais gratuit. Donc moi je recommande la lecture de l'ouvrage. C'est un peu dense et très axé, enfin il y a vraiment un axe justement conseil, on le voit dans la manière dont c'est écrit, c'est très axé langage, Harvard Business Review et autres. Mais c'est quand même assez exploitable, et surtout derrière il y a pas mal de petits articles qui ont été écrits en conséquence par des gens qui ont mis en place la méthodologie, qui permettent de voir comment ils ont fait pour leur cas particulier, et donc de pouvoir apprendre de leurs apprentissages. Ok. Voilà. Des outils aussi pour recommander, pour faire ces enquêtes là. Alors nous on a fait ça avec notre CRM directement, qui avait un module survey. Mais sinon, en passant par cet outil de sondage ultra connu que j'oublie. SurveyMonkey SurveyMonkey, par exemple, oui, ça marcherait. Ou l'autre, là, tu sais, celui qui est utilisé par Typeform. Typeform, ouais, voilà. Ouais, Typeform, j'aime. Et après, moi, j'ai traité les données dans Google Sheets, je me suis même pas cassé la tête. J'aurais pu les traiter en Python pour automatiser ça un peu mieux, mais j'ai eu la flemme. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, ça suffit. Ça, plus un bon moyen d'envoyer des mails, globalement, ou en tout cas un moyen de distribuer le sondage, on va dire. Vous utilisez quoi, vous, pour la relation mail? Nous, pour la relation mail, en email marketing, on utilise Sendinblue, et transactionnel aussi. Et une petite partie, on utilise aussi Zoho, qui est notre CRM. Ok. Ouais, un peu plus métier, du coup. Ouais, exactement. Enfin, un peu plus tourné, où il y a des choses pratiques à faire, concrètes, pas ça. trop... Voilà. On est vraiment sur de l'activation première, des choses comme ça. D'accord. Super intéressant. Bon, écoute, on en arrive à la dernière question du podcast que je pose systématiquement. Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes que tu aimerais voir sur ce podcast-là? Alors, en personne que j'aimerais bien voir sur ce podcast-là, je pense que Marilyn, qui est dans la pièce, mériterait beaucoup, parce que le travail qu'elle a fait pour faire grossir notre blog, multiplier par 3,5 le trafic en un an, c'est quand même pas rien. D'une boîte qui a 10 ans. D'une boîte qui a 10 ans et qui avait déjà une profondeur lexicale assez importante. Je pense qu'il y a des bons enseignements d'un point de vue SEO, même si je sais que t'as déjà Marilyn, t'as 50 minutes? Orient Roturier, que tu as croisé. Il vient demain soir. Nickel. Voilà. Qui a gagné le prix du meilleur growth à l'événement où on s'est croisés. Exactement. Qui est quelqu'un de très sympa, qui est vraiment plus axé data, qui a commencé en tant que data engineer, dans son entreprise, qui est Guide Guardian, très intéressant. Ok, voilà. Je vais me régaler alors. Bon, écoute, je suis très content de notre échange, j'ai appris plein de choses, et j'espère que vous aussi, du coup, en regardant ce podcast. Je te propose de chiner, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. J'espère juste que ça aura pas été trop confus, parce que j'ai tendance à parler vite de beaucoup de choses, et j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez où est-ce qu'on te retrouve du coup? On me retrouve sur LinkedIn en particulier, c'est vraiment le plus simple. Rémi Lanthierry Julien, je suis le seul avec ce nom-là. Et upella.com du coup. Et upella.com, n'hésitez pas à venir faire vos expéditions. Vous avez forcément besoin d'envoyer quelque chose, soit à votre grand-mère, soit à votre cousine expatriée, soit à quelqu'un qui a acheté quelque chose sur le Bon Coin que vous aviez vendu. Donc n'hésitez pas. Voilà, bon, enfin trinqué. Merci beaucoup Julien. Merci. Rémi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Julien vu que... C'est l'histoire de ma vie. Oui, voilà. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette interview avec Rémi. J'espère que vous avez apprécié l'écouter autant que moi j'ai apprécié partager ce moment avec toi Rémi. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Aftermarket et n'oubliez pas, vous avez le résumé en description et encore un grand merci à Factory 5.42. À la semaine prochaine.